Jamais il n'y avait eu autant de monde pour une investiture présidentielle. Après, je vous dis, c'est un peu en zigzag parce que je ne pensais pas montrer cette vidéo à ce moment-là. Et je voudrais quand même vous la faire entendre puisqu'on l'a. Et je n'ai gardé qu'1 minute et demie. Donc, si tu peux la faire démarrer. Excuse, and you did not answer the question. I did answer your question. No, you did not. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains alternative facts? Alternative facts, 4 of the 5 facts he uttered. The one thing he got right with Zeke Miller, 4 of the 5 facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Chuck, do you think it's a fact or not that millions of people have lost their plans or health insurance and their doctors under President Obama? Do you think it's a fact that everything we heard from these women yesterday happened on the watch of Barack Obama? He was president for 8 years. Donald Trump's been here for about 8 hours. Do you think it's a fact that millions of women, 16.1 million women, as I stand here before you today, are in poverty along with their kids? Do you think it's a fact that millions don't have health care? Do you think it's a fact that we spent billions of dollars on education in the last 8 years? Only to have millions. Donc, si vous voulez, cette vidéo était très intéressante pour moi parce que donc cette porte-parole de Trump est venue défendre, mais j'y reviendrai, ce qui évidemment avait provoqué plus que l'étonnement, la colère d'un certain nombre de journalistes en disant mais comment se fait-il que pour la première intervention de Trump, première intervention publique, ils disent une contre-vérité. Et elle répond, sans sourciller, évidemment, mais il y a d'autres vidéos d'elle qui sont assez étonnantes. Et je vous demande d'avoir la patience, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de m'accorder 16 minutes, 17 minutes, juste pour placer le propos. Et ensuite, d'ouvrir très largement la discussion aux questions que vous pouvez ou que vous pourrez vous poser. Alors, on entend souvent dire que la grande victime de l'ère, ce qu'on appelle l'ère de l'information, c'est la vérité. La vérité, et c'est vrai, qui aurait été mortellement touchée dans son organe vital, c'est-à-dire la preuve. Et pense, bien évidemment, à tout ce qui est fake news, etc. Mais on ne réfléchit pas suffisamment à cette question de la manière dont la vérité a été touchée dans ce que j'appelle son organe vital, la preuve. Et avec elle, évidemment, ce qui constitue la preuve, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? C'est le fait. Et c'est de cela dont je vais parler. Quand elle dit non, on lui dit, mais enfin, regardez, vous allez voir les images tout à l'heure, c'est indéfendable sa position. Et d'ailleurs, le New York Times a publié des images, comme vous le verrez, à la fois prises au même endroit, au moment de l'investiture de Barack Obama et au moment de l'investiture de Trump. Voilà, matter of fact, comme on dit aux États-Unis, ils sont matter of fact. Donc, ce que je voudrais ici vous montrer, c'est peut-être vous dire ou attirer votre attention sur quelque chose à quoi vous n'avez peut-être pas été suffisamment sensible, c'est que ce qui était l'organe vital de la vérité, la preuve, fondée sur des faits, et s'est transformé, s'est métamorphosé, si vous voulez, en quelque chose qui est l'affect ou l'émotion. La vérité n'a plus comme fondement que l'affect ou l'émotion. Et c'est ce que je voudrais ici vous montrer, et nous pourrons discuter ensuite, ensemble, de ce que ça signifie pour nos démocraties. En effet, il y a un risque très grand pour nos démocraties lorsqu'elles deviennent des démocraties d'émotion. Alors,
Le 30 janvier 2017, Donald Trump est investi sous une pluie battante. Why not? On dit toujours que les mariages heureux sont les mariages pluvieux. En tout cas, il tombe des cordes. Au diable la réalité, le 45e président des États-Unis affirme à la presse réunie que, et je le cite, le ciel s'est ensoleillé au moment où il entamait son discours. Sean Spicer, son vice-porte-parole, ajoute devant les journalistes médusés « Parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits. » Et voilà ce dont je voudrais parler. Parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits. C'est vrai que si on regarde la météo de ce jour, eh bien, elle ne fait nullement état de cette soudaine miraculeuse embellie. Et je dirais que bienvenue dans l'ère de la post-vérité. Mais c'est vrai qu'il tombait des cordes, mais il y a eu ce miracle, n'est-ce pas, de l'ensoleillement. Évidemment, totalement contrefactuel. Et voilà ce que c'est que ce que l'on appelle la post-vérité. Alors, vous voyez bien que cette anecdote, et j'en prendrai ensuite une autre, cette anecdote est destinée à vous faire comprendre et à préciser ce qu'il en est de la post-vérité et de faire surgir les menaces que ce déni du factuel. Car la post-vérité, et j'en parlerai plus avant, ce ne sont pas les fake news, vous verrez pourquoi, c'est le déni du factuel. Que ce déni du factuel fait courir à toute démocratie. Au XXe siècle, ce déni du factuel a existé, mais il était représenté et incarné par le totalitarisme, par des pays où on vous faisait croire que ce qui était n'était pas, ou que ce que vous voyez n'était pas ce que vous voyez. C'était le totalitarisme. Et aujourd'hui, ce n'est plus incarné par cela, mais par ce phénomène tout à fait étonnant et tout aussi grave, mais autrement grave, qu'est celui de la post-vérité. Alors, quelques précisions. Qu'est-ce que c'est que la post-vérité? Le Oxford Dictionary a fait du mot post-vérité le mot de l'année 2016. Alors on peut se demander, est-ce que ce n'est qu'un de ces postes dont notre époque est friande, post-modernité, post-histoire, post-humanisme, etc. En fait, oui et non. Dans post-vérité, post renvoie moins à l'idée d'un après, comme dans post-modernité, le passé après la modernité, il y a la post-modernité, qu'à celle de rupture, de changement de paradigme. Et je m'explique. Non pas l'entrée dans l'âge du mensonge généralisé. De toute façon, on sait très bien que en politique, ce qu'il en est du mensonge, vous connaissez la théorisation du mensonge, on n'a pas attendu Machiavel, bon, tout ça vous le savez, je n'ai pas besoin de le développer. Donc, si vous voulez, post-vérité, ce n'est pas l'entrée dans l'âge du mensonge généralisé, ce que l'on a tendance à croire, avec l'idée des fake news, etc. Non, pas du tout. Mais, ce qui est beaucoup plus inquiétant, dans celui de la démonétisation de la vérité. La vérité ne vaut plus rien. Une démonétisation, une espèce de d'effondrement de valeur de la vérité. Au fond, je dirais, si je voulais pasticher Nietzsche, que finalement, on est passé, notre époque, avec la post-vérité, serait passée par-delà vrai et faux. Vrai et faux ne sont plus des critères de jugement ou d'appréciation. Et voilà à quoi il faut être attentif, parce qu'on va voir quelles peuvent en être les conséquences. Il est évident que l'effondrement de la vérité s'assortit de l'effondrement de ce que j'appellerais,
dire c'est du jargon philosophique, mais non pas tellement, du régime de véridiction, c'est-à-dire de la façon dont la vérité est vraie, qui est, et ce qui la fonde, qui est en fait la preuve. La preuve, d'ailleurs c'est saint Thomas qui met son doigt, l'épée du Christ, bon, est-ce que c'est vraiment le Christ? Il faut voir la preuve. Hein. La preuve, prouve-moi ta preuve. Bon, la preuve. Or, on va voir que justement, il n'y a plus de preuve. De toute façon, la petite anecdote déjà, laquelle j'ai commencé, le montre assez bien, il pleut comme vache qui pisse, mais de toute façon, il y a d'accord, mais il y a un fait alternatif, une vérité alternative, il y avait du soleil. Bon. Alors, ce qui est donc nouveau, ce n'est pas que la vérité soit falsifiée. Ça, on le sait, sauf que ça a pris avec Internet, les autres technologies de l'information, une importance considérable à laquelle il est normal que nos politiciens soient sensibles et qu'ils s'en préoccupent. Mais la désinformation, les fake news, etc., ont toujours finalement existé. Ça s'appelait rumeur, tout ce que vous voulez. Simplement, on peut dire que maintenant c'est un phénomène tellement important que ça devient inquiétant. Mais le phénomène auquel moi je m'intéresse est de nature tout à fait différente, et beaucoup plus grave, et moins souvent souligné. C'est celui justement de ce que j'appelle cet effondrement de la vérité. La conséquence politique et civilisationnelle redoutable de cette sorte d'indifférence à la vérité, j'anticipe sur ce que je voulais dire tout à l'heure, mais vous pouvez la deviner, c'est qu'à partir du moment où il y a cette indifférence à la vérité, eh bien, il n'y a plus de possibilité de faire monde commun. Or, pour qu'il y ait démocratie, il faut pouvoir faire monde commun, même sur le mode agonistique. Hein, c'est pas le problème. Il peut y avoir lutte, il peut y avoir agone, il peut y avoir débat, il peut y avoir combat, mais il faut qu'il y ait un socle commun. S'il n'y a pas de socle commun, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous voyez donc que la post-vérité n'a rien à voir avec la déconstruction. Ah oui, je précise, parce qu'on l'a dit, on a dit, ah oui, mais c'est tous les penseurs maîtres du soupçon, les Foucault, et avant les Marx, les Freud, et les Nietzsche, etc. Bon, c'est tous ceux qui ont déconstruit la notion de vérité, tous ces philosophes du soupçon, qui ont affaibli la notion de vérité. En fait, c'est totalement faux. Ces penseurs critiques n'abolissaient absolument pas la distinction entre le faux et le vrai. Ils dénonçaient seulement le caractère absolu et illusoire de la vérité, entendue comme norme universelle. Donc, Trump ne fait pas du Nietzsche comme M. Jourdain faisait de la cause. Absolument pas. Alors, soulignant d'entrée de jeu, écoutez, je vais aller assez vite, je ne veux pas vous embêter, parce que je veux qu'on ait le temps de discuter. Soulignons d'entrée de jeu que la post-vérité n'a rien à voir avec le mensonge. Le menteur sait qu'il dit faux et reconnaît de ce fait même la norme du vrai qu'il transgresse. Puisqu'il dit faux, il sait quel est le vrai. Tel est le cas, puisque vous aviez choisi cela sur le flyer, de Pinocchio, chez qui la transgression de cette norme produit un allongement du nez. Le mensonge est une sorte d'hommage de vice à la vertu. Eh bien, le nez du roi Soleil, nouvellement entré à la Maison Blanche, puisqu'elle fait si beau quand il est entré, ne s'allonge pas. Car, dans la logique du régime de vérité, de la post-vérité, il n'a pas menti. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alternative fact, alternative truth. Soit, et pour alléger les choses, je vous propose un petit feuilleton politico-médiatique. L'action se déroule toujours outre-Atlantique, toujours unité de temps, unité de lieu, toujours au moment de l'investiture de Trump. Alors, premier acte. Lors de sa première conférence de presse, et je reviens un peu en arrière par rapport au passage de la vidéo que je vous ai montré, Sean Spicer, qui était, avant Kellyanne, le porte-parole de la Maison-Blanche, accuse les médias américains
d'avoir sous-estimé l'importance de la foule lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et reprenant à la lettre les propos du président, il prétend que jamais investiture n'a rassemblé plus grande audience. Alors, face à une presse qui lui oppose la réalité des faits, il déclare qu'il faut imputer l'impression de foule, moins nombreuse, à un effet visuel, produit par les revêtements de sol blanc, destinés à protéger les pelouses et utilisés pour la première fois. Évidemment, affirmation totalement fausse, puisque ces mêmes revêtements avaient été utilisés lors de la deuxième prestation de serment de Barack Obama. Alors, on va le voir, d'ailleurs, si tu peux montrer l'image, voilà, vous voyez les images que, bien évidemment, les journalistes se sont empressés de publier avec, évidemment, pour vous, à droite, l'investiture d'Obama, la deuxième investiture d'Obama et la première investiture de Trump. Donc, ils ont publié, évidemment, les deux images. Donc, poussés dans ces derniers retranchements par les journalistes dont on sait qu'aux États-Unis, ça c'est la différence et c'est pas mal avec la France, les journalistes ils lâchent pas le morceau. Hein. Les mecs ils les poussent jusqu'au bout. On n'a pas répondu à la question, non c'est pas ce que je demandais. Bon. Donc, poussés dans ces derniers retranchements, Chuck Todd, qui était le journaliste de NBC News, qui devait expliquer pourquoi Spicer avait eu recours à un mensonge manifeste, c'est ce qu'il dit, c'est un mensonge manifeste, il répond « Ne soyez pas trop dramatique à ce sujet, Chuck », s'adresse aux journalistes, il dit « Enfin, vous voyez bien, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi le président, pourquoi vous avez un tel mensonge ?» Et l'autre lui répond « Ne soyez pas trop dramatique à ce sujet, Chuck, vous dites que c'est un mensonge, hein? Non, notre président a donné des faits alternatifs. » Et vous voyez bien que depuis, l'expression la formule a fait foiresse. Alors, peu convaincu par cette gymnastique rhétorique et lexicale, Todd, c'est ça la différence entre les journalistes aux États-Unis et les journalistes dans notre pays, Todd lui s'entête et lui rétorque que les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges. Et tout va se jouer évidemment là-dessus. Don Rather, le présentateur vedette du journal télévisé de CBS durant 24 ans, demandait alors aux journalistes de monter à la barre et à chaque fois de dire de manière simple et sans équivoque « Un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge ». Or, et c'est là où je veux en venir, c'est la réaction de Dan Rather qui vous paraît a priori rationnelle, un mensonge d'un mensonge, il ment. C'est contrefactuel, c'est pas ça. Regardez les images, vous verrez, c'est pas ça. Eh bien, la réaction de Dan Rather et des journalistes est parfaitement inadaptée, parce qu'elle témoigne d'un manque d'intelligence du nouveau régime de vérité instauré par la notion d'alternative. Disait De Gaulle, en martelant mensonge, 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 ce qui n'ont pas manqué d'ailleurs de faire à différents moments du début de la présidence de Trump, leur dénonciation est restée sans effet, car pour plagier le titre d'un ouvrage de Nietzsche, l'alternative fact, comme je l'ai dit tout à l'heure, se situe par-delà le paradigme du vrai et du faux. Et voilà son danger. En dépit de ce que nous aurions tendance à penser, l'alternative fact ne relève ni de la catégorie contrefactuelle du mensonge, ni même de l'interprétation. C'est un autre fait, ou un fait autre. Ce n'est pas une interprétation, hein, comprenez bien. On va dire, moi je crois comme si je suis pileuse. Non, pas du tout. D'ailleurs, à aucun moment dans ses réponses aux journalistes qui cherchent à la désarçonner, et vous l'avez vu
Kellyanne Conway, qui était dans la vidéo, de ce coup restreint de la vidéo, ne met en question la notion de fait. Elle ne dit pas que ce n'est pas un fait. Elle pourrait dire, mais non, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un fait? Nous savons depuis longtemps qu'il n'y a pas de fait, tout est une manière d'interprétation. Non, jamais. Elle ne dit pas que ce n'est pas un fait. C'est un fait. L'alternative fact est un fait. C'est simplement un fait autre. C'est un fait autre. C'est un fait autre. De même que la vérité qu'il énonce est une vérité autre. Et je crois qu'il vaut mieux, en l'occurrence, parler de vérité d'un autre ordre pour éviter toute confusion avec les conceptions pluralistes ou relativistes de la vérité du type, parce que ça, je voudrais bien que vous compreniez que je préfère parler de vérité d'un autre ordre pour ne pas vous disiez, ah ben oui, ça renvoie à vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, tout est relatif. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas à chacun sa vérité, c'est pas du tout ça. En fait, une vérité autre, c'est une vérité. Une vérité. Mais une vérité qui s'est affranchie du régime de véridiction, c'est-à-dire de vérité jusque-là en vigueur dans nos sociétés modernes, et que j'appelle la preuve. La preuve. Ben voilà la preuve. Car ce qui caractérise la vérité en mode alternative fact, c'est qu'elle est exonérée, et voilà son danger, de la contrainte d'avoir à se prouver. Elle n'a pas besoin de se prouver. Alors que fake news, il va y avoir des démentis. On va essayer de prouver que la nouvelle est fausse, c'est toujours facile, etc. Mais on reste dans l'idée qu'il y a quelque chose, il pourrait y avoir un démenti. Tandis que là, non, il n'y a pas besoin de se prouver. Donc, les scientifiques connaissent bien le terme, c'est une vérité infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut lui opposer rien. Rien. Moi, si je vous dis que c'est une alternative fact, que c'est une vérité alternative, bah oui, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne suis pas trop longue, je voudrais aller jusqu'au bout, il n'y en a pas pour longtemps. Je voudrais juste vous donner ces exemples parce que ça vous permet de pouvoir discuter à partir de là. Je voulais qu'on ait quelque chose à partir de quoi discuter. Aussi, parce que le premier porte-parole de la Maison-Blanche, il en avait complètement marre, il était attaqué par tout le monde. Alors, c'est la Kellyanne Conway qui a pris la relève. Et lorsqu'elle est confrontée aux photographes qui montrent justement que tout ça, c'est bidon. Quand elle est confrontée donc aux photographes et aux photographies comparatives publiées, entre autres par le New York Times, qui montrent une évidente contradiction entre les faits et les propos tenus par Sean Spicer, qui l'avait précédé en tant que porte-parole sur l'affluence de la foule lors de la cérémonie d'investiture de Trump, elle est restée imperturbable. En fait, en d'autres temps, avant d'entrer dans le régime de la post-vérité, on se serait demandé pourquoi elle ne cherchait pas à se sortir de ce mauvais pas. Parce que c'est vrai que c'est, pour elle, on se dit, la pauvre, comment elle va expliquer ça? Elle a une situation un peu difficile. Donc comment elle va faire? Et elle aurait pu le faire en d'autres temps. Elle aurait pu mettre en doute la valeur de fait des images. On dirait une image, vous savez, ça ne prouve rien. Elle ne le fait pas. Et ça lui aurait été facile. Elle aurait pu dire, les médias étant hostiles ou supposés hostiles à Trump, elle aurait pu dire que les photographies pouvaient avoir été retouchées, ou sans être retouchées, car l'Amérique est une grande démocratie, nous le savons tous, elles ont pu être prises selon un angle de vue défavorable au président. Vous voyez, il y a plein d'argumentations pour expliquer ce phénomène. Pour ne rien dire, parce qu'on aurait pu s'en servir, des sens qui nous trompent souvent, et des témoignages peu fiables, etc. Et puis, vous le savez, le comptage lors de rassemblements populaires donne toujours lieu à des batailles de chiffres. C'est un grand classique. Dans la manifestation du Trocadéro, les partisans de François Fillon ont prétendu avoir rassemblé 300 000 personnes sur une place qui ne peut en contenir que 50 000. Je pourrais fournir toutes sortes d'exemples. Donc, vous voyez,
argument pour se sortir de cette affaire embarrassante. Alors, pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas eu recours à ses arguties habituelles pour s'en tirer? Eh bien, parce qu'à aucun moment, elle ne s'est sentie mise au pied du mur. Normal, puisque, en régime d'alternative fax, la preuve, ou ce que, faute d'un adjournamento de nos concepts, ne constitue pas une preuve. Elle n'est preuve de rien. Aussi a-t-elle admis, sans qu'aucun de ses cils, il faudrait voir la vidéo jusqu'au bout, aucun de ses cils soigneusement maquillés ne bouge, toute la vidéo, tout l'entretien montre, que les faits qu'on lui opposait, ceux-ci, étaient bien des faits. Je ne dis pas, vous voyez, tout ce qu'elle aurait pu dire, mais voyons les images, machin, truc. Non, ce sont bien des faits. Et on entendait, à travers le calme de sa réponse, et alors, tranquille. Et alors, ce n'était que d'autres faits. Et dans cet et alors, muet, passe une indifférence hautaine à l'égard des fondements de notre vieux concept de vérité. Et c'est là où je voulais en venir, dernière phase plus rapide. J'avais besoin, vous voyez, de cet exemple pour que vous compreniez bien le problème. Elle n'a pas dit c'est un trucage, c'est un montage, c'est pour nuire au président, c'est tout ce qu'on aurait pu dire. Pas du tout. Oui, cela est. And so what? And so what? C'est une vérité. Alors vous voyez, c'est très intéressant, parce que si on compare, et je me suis amusée à le comparer, peut-être qu'on a l'image, je dirais qu'il est complètement enfoncé, le pauvre Colin Powell. C'est Colin Powell, vous vous souvenez, à l'ONU, lorsqu'il s'agissait du déclenchement de la guerre en Irak, et qu'il est arrivé avec... mais lui, il ne mentait pas. Pardon, mais... Oui, oui. Il ne mentait pas, lui. Pardon? Lui, il pensait que c'était vrai. Oui, oui, il est arrivé avec une espèce d'éprouvette. Non, il savait que c'était pas vrai. Non, il savait que c'était vrai. Il a dit après. Non, il savait que c'était pas vrai. Mais il est arrivé avec une petite éprouvette avec de l'anthrax. Et bon, pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple? Parce que ce qui est intéressant dans le geste de Colin Powell, lui, il ment. Mais j'appellerais ça un mensonge ordinaire, un mensonge politique. Il veut convaincre les Américains d'entrer en guerre, il veut leur montrer que l'Irak a des armes de destruction massive, notamment biologiques, d'où l'anthrax, que c'est donc extrêmement dangereux. C'est un mensonge politique classique, même si les conséquences ont été particulièrement dramatiques, mais classique. Vous voyez, ce qui m'intéresse dans cet exemple, pourquoi est-il venu montrer ça? Eh bien parce que lui, il est encore tributaire de la vérité et de ce qu'il était, la preuve. Il veut nous fournir la preuve. Au temps de Trump, la post-vérité, pourquoi montrer une preuve? On ne veut rien. Vous voyez donc, ça c'est très intéressant. Après, et justement, ce qui est important, c'est que apporter la preuve comme il l'a fait, a permis ensuite, bien après, qu'il y ait un démenti. Il y a un démenti. Mais si on est dans une vérité alternative, il ne peut pas y avoir de démenti. Pas de démenti. On n'est plus dans ce système-là. Donc vous voyez bien qu'à la preuve contrefaite fut opposée la réalité des faits. Alors évidemment, la restauration de la vérité est intervenue un peu trop tard pour l'Irak ravagé par la guerre et livré au chaos, mais c'est un autre problème. En fait, Colin Powell est toujours dans le régime de véridiction qui était, jusqu'à la post-vérité, le nôtre. Il fonctionne là-dedans. Il peut, à un fait, on oppose un contrefait, il peut y avoir place au démenti. Alors, dernier point, et c'est là où ce sur quoi je voudrais que l'on discute. Ce qui est important, c'est pas
pas simplement de s'amuser à montrer ça un peu philosophiquement, décortiquer ça, montrer ce qu'il en est du régime de vérité. Mais c'est de voir que l'entrée dans la post-vérité débouche sur une réalité politique inquiétante, qui est celle des démocraties d'affect et d'émotion. Parce que je disais en commençant que la post-vérité manifeste une indifférence à la vérité. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Dans cette imperméabilité à la preuve qui semble être contagieuse, ce n'est pas l'indifférence à la vérité qui est le plus grave. Parce que d'abord, c'est pas si simple. Le régime d'alternative fact, qui ne reconnaît ni la réalité factuelle, ni le sabbat de soi de la valeur de la preuve, n'a pas rendu la vérité indifférente. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a brouillé les frontières entre la fiction et la réalité. Il a, mais c'est là-dessus que je voudrais qu'on discute, et c'est bien pire à mes yeux, soumis la vérité à un nouveau critère d'évaluation, ce que j'appelle l'émotion. Est vrai, ce qui provoque en moi de l'émotivité ou qui touche mes affects. Vous voyez, on a basculé là-dedans. Vous savez, l'humain ne se laisse pas si facilement déposséder des notions de vérité et de fait. Si on en dessaisit avec l'alternative fact, il est reconstruit. Il est reconstruit sur d'autres fondements. Le factuel, tel que la rationalité le concevait, avoue la faiblesse de ses fondements. Le factuel n'est preuve de rien, soit. Eh bien, on reconstruit sur ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas de l'ordre du factuel, et ce qui n'est pas de l'ordre du factuel, c'est l'affect. Car l'affect, et vous le savez très bien, peut être changeant, relatif, tout ce que vous voulez, mais il n'est jamais faux. On ne peut pas dire à quelqu'un qui éprouve quelque chose qu'il a tort, ou que c'est pas vrai. S'il l'éprouve, il l'éprouve. Vous voyez ? Donc, on reconstruit la vérité sur un autre socle de véridiction qui est l'affect. Et vous allez voir que c'est inquiétant. Car l'affect est devenu la pierre de touche du nouveau factuel. Ou pour le dire autrement, l'indice de la factualité du factuel se mesure à l'intensité des réactions affectives qu'il déclenche. Plus ça déclenche de réactions affectives, plus vous vous dites c'est vrai. C'est vrai. Oui, on a changé complètement, on a basculé à partir de là. Donc, il faut être plus clair que je viens de l'être, le régime de vérité instauré par l'alternative fact n'a pas véritablement remplacé la preuve objective par l'émotion, mais en rendant la notion de preuve impertinente, preuve de rien, il a fait de l'émotion le critère du vrai. Le critère du vrai, c'est l'émotion. Plus besoin de preuves. Je dirais, si je voulais condenser, éprouvez vos probations, éprouvez vos preuves, éprouvez. Ben oui, j'éprouve et donc c'est vrai. D'ailleurs, je m'amusais, en rédigeant cet après-midi, c'était une petite note, je me disais, on pourrait réfléchir à un signe des temps. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, c'est peut-être parce que le temps était en train de changer. Je disais, comment la mesure de la température s'est adaptée, bien que ça n'a rien à voir, mais ça va dans le sens de l'affectif, de l'émotivité. La mesure de la température, c'est le ressenti. On vous dit il fait tant de degrés, mais ressenti, etc. Jamais on vous disait ça avant. Jamais. Or, c'est ça qui fait preuve, parce qu'en réalité, qu'il fasse 3 degrés, on n'en a rien à foutre, si on ressent 6 degrés ou moins 2. Vous voyez donc que c'est bien quelque chose qui a un lien. Bon, je ne le développerai pas davantage parce que ça nous ferait sortir de notre problème.
qu'on éprouve est vrai. Donc, comme dirait Spinoza, hein, l'éprouvé est index sui, preuve de soi. Mais, rien de nouveau là sous le soleil, si j'ose dire. Mais ça ne devient préoccupant que lorsqu'il devient aussi, comme aurait dit toujours Spinoza, index veritatis, c'est-à-dire le signe du vrai. Que l'éprouvé soit indice de lui-même, ben oui, j'éprouve ce que j'éprouve, donc ce que j'éprouve est évidemment vrai, c'est évident. Mais qu'il devienne, si vous voulez, l'indice de la vérité, devient quelque chose de tout à fait inquiétant. Parce que, bien sûr, la vérité d'émotion, elle est fluctuante, elle est capricieuse, elle est amnésique, mais elle n'est pas pour autant une vérité à la carte. Et on sait très bien que la vérité d'émotion a tendance à agréger aujourd'hui un certain nombre d'individus autour des émotions. Et ce qui agrège ces individus, qui créent des communautés, ce ne sont pas les événements, mais leurs répercussions affectives. Et cela est inquiétant, parce que ça rend le débat citoyen à peu près impossible. Oui. Dès lors que la vérité est fondée sur de l'émotion ou de l'affect, affect et émotion autour desquels s'agrègent certains ensembles d'individus, eh bien, ça va rendre le débat citoyen impossible, parce que le débat citoyen avait besoin d'un socle commun, qui soit un socle de rationalité et d'objectivation, tout au moins d'entente, de ce que l'on appelle des faits. Si on a simplement la construction du fait ou de la vérité en fonction des émotions, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, on peut se poser la question, où est la cause, où est l'effet de ces changements? Je crois que c'est inutile pour l'instant de le chercher. La notion d'alternative fact et la construction émotionnelle de la vérité sont les deux faces d'une seule et même évolution de sociétés démocratiques et en même temps de ce qui les menace le plus. Dernier exemple, mais là il aurait fallu que je le développe, je vais très vite. Quand nos élus, vous savez, quand il y a eu la guerre en Syrie, on a demandé à nos élus qu'ils fournissent la preuve de l'utilisation de gaz toxiques par le régime syrien. Or, ceux qui le demandaient avaient un train de retard par rapport à ces questions, et un train de retard par rapport aux Français, car les Français n'avaient pas besoin que le gouvernement fournisse une telle preuve. Eux, ils la connaissaient déjà. Pourquoi nous la connaissions? Quand je dis eux, nous la connaissions déjà. Nous la connaissions déjà parce que, en fait, il suffisait d'une image, celle de l'enfant, les yeux pleins de larmes, les yeux brûlés, etc. Vous voyez donc qu'une seule image avait suffi pour connaître une vérité, celle peut-être tout aussi bidouillée, mais le soupçon ne fait pas bon ménage avec l'émotion, hein, tout aussi bidouillée d'un enfant aux yeux brûlés, le visage ruisselant de larmes. Cette vérité, nous la connaissions. Et pourquoi nous la connaissions? Parce que la vérité est pour nous devenue émotionnelle. Elle se mesure, elle se juge à l'émotion et à l'affect. Alors, j'arrête là, j'étais trop longue, mais je voulais aller jusqu'au bout pour vous dire, pour poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui a été la constitution dans nos démocraties d'un commun, à partir du moment où la vérité est devenue émotionnelle. Surtout que ces vérités, du coup, comme les émotions, elles sont changeantes, elles sont fluctuantes, elles peuvent migrer, elles peuvent, etc. Elles sont incontrôlables. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je vous assure que vous trouveriez, si vous y réfléchissiez par devers vous, des tas d'exemples où vous apercevez que ce qui a tenu lieu de vérité, sans qu'on ait besoin de fournir preuve de quoi que ce soit, c'est l'émotion. Cette émotion qui dit le vrai, plus que, et à la place de n'importe quelle autre preuve, dans un
régime de vérité où la preuve est de fait et, pour cette raison, démonétisée. Tout ce que je Moi, demande. je voudrais juste souligner quelque chose. D'abord, c'est ce qu'on Tiens, tu appelle veux pas des autres images? l'étymologie. Si tu prends le grec Oui. vérité, tu sais bien que c'est aletheia. Oui, oui, Et le léthos, c'est l'oubli. Et aletheia, c'est sortir de l'oubli. c'est vrai. Tu as la même chose dans Apocalypse. On croit C'est toujours vrai. que c'est quelque chose C'est de vrai, c'est vrai. catastrophique. C'est le sortir du... Je t'écoute. Hein. Oui, Je la vais vérité simplement ça. du caché. C'est-à-dire Oui, c'est oui, la oui. révélation. Absolument. Où ce humoriste américain avait créé ce concept de truthiness, où il dit, il s'appelle Stephen Colbert, où il dit que c'est la qualité par laquelle une personne réclame connaître quelque chose intuitivement, instinctivement, ou par les guts, c'est-à-dire par les tripes. Hein, without regard, sans faire attention, sans à l'évidence logique intellectuelle, et l'examination, logique intellectuelle ou les faits. Et donc c'est ça, c'est l'idée que la vérité, elle vient des tripes. Ouais. Voilà. Elle nous vient des tripes. Donc si elle vient des tripes, pourquoi ne pas croire qu'il y avait plus, il y a peut-être plus de monde à la vestibule. Alors donc pour continuer mon... Oui, excuse-moi. Je voulais, comme on a monté ça. etc. Donc en fait, moi je reviendrai à ce que disait George Steiner, qui est la perte du logos. Donc déjà au départ, le mot post-vérité est une aberration. C'est-à-dire que c'est absolument, ça ne doit strictement rien dire. C'est une réinvention, si, la perte du logos. Quand on disait on va bien les traiter, on les mettait dans les fours, c'était la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a eu tout le travail rend libre, c'était les camps de travail, etc. Donc il y a eu tout un travail de démolition de la langue qui est arrivé à des exactions qu'on connaît. Donc je pense que déjà parler de post-vérité, c'est déjà être encore pire que dans la perte du logos, c'est-à-dire de nommer les choses correctement. Si tu prends par exemple, je ne sais pas moi, le mythe de la caverne, la vérité c'est une véritable quête. Je veux dire, le philosophe va monter, il va être ébloui, il va souffrir, il va redescendre, il va se faire punir parce que bon, il ne voit plus grand chose, parce que c'est un nouveau et tout, etc. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est que même cette idée a été reprise récemment par un grand philosophe qui a écrit un livre absolument génial qui s'appelle Réflexe primitif. Alors il met Pavlov dans le camp des civilisés, parce que le réflexe de Pavlov c'est un réflexe conditionné. Et tant qu'on est même dans le réflexe conditionné, on est dans la civilisation, et en dessous on vient crever le plancher, on est dans les réflexes primitifs. Alors la post-vérité se réfère, c'est-à-dire au réflexe primitif, c'est-à-dire l'émotionnel. Oui, l'émotionnel. C'est-à-dire, à un moment, on appelle ça la désinhibition. Oui. Or, les gens pensent que la désinhibition, dire ce qu'on pense, l'opinion, être dans l'émotionnel, c'est être intelligent, c'est enfin exister. Non, mais c'est être dans l'autonomie de penser. Or, on est dans la déculturalisation, le début de la perte de la civilisation et dans les horreurs que ça amène. Cette post-vérité que tu as très bien définie, c'est très dangereux. Elle mène à toutes les horreurs. Elle mène surtout aux exactions, au totalitarisme, au camp de concentration. Attends, excuse-moi. Non, parce qu'il y a deux choses différentes. Je suis d'accord avec toi, oui et non. Alors maintenant, je ne reviendrai pas sur la question de la vérité. Je suis sur certains points. Je ne parlais pas de la façon dont la philosophie, qui est une quête de la vérité, a toujours pensé la vérité. Non, là je parle d'un phénomène qui est un phénomène actuel. Alors, que tu le lis au langage, tu as parfaitement raison. D'ailleurs, dans les pays totalitaires, il est tout à fait intéressant que le journal russe s'appelait Pravda, ce qui veut
dire la vérité, bon, etc. Donc on sait très bien comment tous les pouvoirs politiques, même ceux qui se targuaient de dire la vérité, ont toujours pratiqué abondamment, plus ou moins, souvent plus que moins, et de manière tout à fait cynique, l'art du mensonge. Mais ça, c'est un autre problème, parce que face à ce type de mensonge dont Orwell a très bien montré comment, dans une société elle aussi totalitaire, il pouvait fonctionner. Face à ce mensonge-là, il y a possibilité, je dirais, de s'opposer. Alors évidemment, à vos risques et périls, vous terminez Goulag, tout ce que vous voulez, c'est sûr que ça n'est pas évident. Mais vous pouvez, par rapport à ce mensonge contrefactuel, opposer une sorte de, entre guillemets, vérité rationnelle, objective et factuelle. Tandis que ce dont nous parlons, c'est quelque chose qui est comme une espèce d'édredon émotionnel mou dans lequel on se retrouverait pris et où il n'y a plus de possibilité d'objection et des critique. réflexes primitifs, c'est-à-dire qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'acculturation. Oui, quand il dit La que civilisation, vérité, c'est des quand il dit- limites voilà, quand et il c'est dit des cadres. la vérité, elle vient des guts. Oui, Tu mais vois, elle vient des primitifs elle vient archaïques de- et de totalement, tripes. Et ben, il dit- totalement il le dit reptiliens. très, très bien. Ben oui, Il il a le dit raison. très bien. Il dit c'est ça le drame. C'est vrai que ça pose parce que du coup, ça permet évidemment de dire que tout ce qui s'adressera à nos tripes, pour le dire moins joliment ou moins que affect, émotion à nos tripes, eh ben, peut emporter le morceau. Mais c'est pour ça que j'attirais l'attention sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement du phénomène des fake news dont il est urgent de s'occuper, bien évidemment, la diffusion. Parce que les fake news, ça n'est jamais que ce qu'on appelait autrefois les rumeurs, mais démultipliées grâce aux nouveaux moyens tous tombés dans le panneau de fake news, soyons honnêtes. technologiques. Exactement. Voilà. C'est un gros Une changement photo, machin. Oui, absolument. aujourd'hui, et qui contribue tout à fait à ce genre de technique de manipulation. On est dans une autre échelle. On est dans une autre échelle. L'échelle de la mondialisation. Bien sûr. Aujourd'hui, les mensonges sont plus des mensonges locaux ou des mensonges Ça nationaux, se- ce sont des mensonges c'est planétaires. Absolument, c'est mondial. Et vous parlez donc de justifier, si on peut dire ça, justement ces mensonges en utilisant l'affect, et on peut le faire aujourd'hui parce que justement il y a des médias nouveaux qui permettent de représenter cette émotivité. Qui ont favorisé, quoi, qui ont vraiment même plus que ça. Et Enfin, des ça, c'est réseaux ensuite, sociaux aussi qui les permettent Facebook, de tout ça, jouer c'est sur quand même, l'instantané. très Pour responsable. dire que même si on met encore une aberration, Il a changé. toute référence à un personnage non existant, oui, Bien voilà, sûr. eh bien on va lui pardonner ce qu'il dit parce que c'était sous le coup de l'émotion, dans l'instantané, etc. Absolument. Donc ça justifie tout et n'importe quoi, et on est... Et c'est extrêmement. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est- Vraiment, non, mais là, c'est- là, c'est- là, d'accord avec toi, c'est c'est très dangereux. C'est très vous dangereux. avez raison. Il y a une impunité. Il y a une alors, il y a une Ça s'appelle la impunité parce qu'il est- déculturation. la diffusion, c'est vrai. Ah, Quand, vous voyez, quand Edgar Morin, dans les années fin 50, écrit ce petit livre Mais sur la rumeur j'aimerais d'Orléans. ajouter quelque De chose. rumeur, parce qu'il y avait une rumeur qui courait que à Orléans, je ne sais pas pourquoi à Orléans, de tous les magasins de lingerie, enfin dans les magasins de lingerie, il y avait des espèces de salles d'essayage qui faisaient disparaître les femmes et que tout ça c'était pour la traite des blanches. La rumeur là, elle était relativement contenue, c'est-à-dire qu'elle se répandait un peu, les médias traditionnels en parlaient pour dire que c'était... non. Mais vous avez raison, maintenant c'est quelque chose qui se diffuse de manière très peu contrôlable. Et en plus, qui entretient, et ça c'est un autre aspect dont nous pourrons parler, aussi des théories du complot, Oui, alors ça, autre chose qui est autre chose. Oui, oui. L'idée de vérité ne puisse plus être le fondement
de quelque chose sur quoi on puisse s'appuyer me paraît encore plus grave. Parce qu'une fake news, bien sûr, elle va créer des ravages, mais à certains moments, même si on n'atteint pas tout le monde, on peut dire, mais attendez, c'est une contre-vérité, c'est complètement... bon, évidemment, ceux qui veulent y croire continueront à y croire parce que ça se passe à un autre niveau. Mais on peut encore être dans un régime où on dit, mais attendez, c'est faux. Si, heureusement, on n'en est pas encore là, c'est pour ça que je prenais ces exemples paradoxaux, si on ne peut même plus être dans un régime de vérité où on peut faire la preuve que ce qui est dit est contrefactuel, que ce qui est dit est mensonger, alors vous êtes complètement démunis. Parce que vous ne pouvez même plus lutter contre la fake news. Complètement. Vous voyez? Si vous dites, ah ben non, la fake news, c'est un alternative fact. Bah oui, c'est Ah oui, là, c'est les deux ensemble, là, oui, d'accord. Les deux, vous voyez, c'est un alternative fact. Et moi, je crois. Moi, voilà, moi, d'ailleurs, c'est sûrement vrai, puisque moi, je l'éprouve. J'éprouve ça. Je l'éprouve, c'est vrai. Comment vous allez lutter contre ça? Et comment on va construire, encore une fois, ce qui est le propre du politique, du commun? Sur quel fondement? Si chacun dit, bah, moi j'éprouve ci, moi j'éprouve ça, bah non, vous voyez? Alors, la différence, c'est que, en l'occurrence, on va se focaliser sur ce que ressentent certaines personnes et pas d'autres. Et c'est là où on rentre dans une forme de totalitarisme émotionnel, c'est-à-dire que ce que Trump perçoit ou ressent, c'est ça la vérité. Par contre, qu'un autre perçoit ou ressent autre chose, on s'en fiche. Parce qu'on sait très bien que Trump, en gros, peut dire n'importe quoi, ceux qui sont pour lui, de toute façon, vont le croire même si c'est faux. Ça, c'est l'exemple type. Mais c'est pour ça que il sera réélu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a l'alternative fact, parce que les types, vous pouvez leur mettre sous les yeux les deux images du New York Times. Le gars au fin fond des ça États-Unis. n'a aucun effet. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est comme si vous cachiez dans la barre pour faire des ronds. Ça n'a aucun effet si vous leur dites, mais vous voyez bien qu'ils vous racontent des salades. Rien. C'est pour ça que la post-vérité, c'est l'idée que la contre-vérité ou le factuel n'est preuve de rien du tout. Rien. Ça ne fait rien. Ça ne change rien. Non. C'est là où il faut être très vigilant. L'exemple américain est très intéressant parce qu'on sait là. Des gilets jaunes qui tuent. Alors attends, ça. Est-ce que ça C'est encore autre chose, ça. Ah bah non. Oui, non, c'est une question. Rien. Est-ce que cette autre crise chose. qui dure, Non, je suis pas d'accord, c'est autre chose. qui est quand même crénée autour de l'imagination. Ah oui, Ça n'a rien à voir. non, il ne faut pas tout faire. Pas de Est-ce que ça explique justement la difficulté à régler le problème des gilets jaunes? Ça, c'est encore autre chose. Oui, je pense que Je sais pas, moi. Je trouve que c'est un peu une grande chose, c'est qu'on a l'impression que ces gilets jaunes qui sont archi minoritaires sont une majorité de la France. Oui, ça c'est. Ça, on le dit maintenant, il a Au contraire, c'est pas trop. Les médias sont largement responsables de la situation. S'ils ne recevaient pas sur les plateaux de télévision, s'ils leur avaient pas donné une visibilité. Je vois juste un. Ce qui est très intéressant dans public, et vous avez d'ailleurs montré que Powell, moi j'ai été voir le film de Paris. Ah, il paraît que c'est très bien. C'est très bien. Mais on a Ah oui, l'impression, très bien. justement, en comparant les événements de ce film et là où on arrive avec Trump, que c'est une démarche qui est avancée déjà, qui commençait déjà finalement depuis la guerre d'Irak, où justement là, Colin Powell, il trouve le besoin d'apporter la preuve, mais en fait, il joue avec les événements, il joue avec les preuves, et il donne des preuves qui sont fausses, pour complètement manipuler. C'est évident, mais là on est, avec dans Vice. Là, on est dans le mensonge. Là, on est dans le mensonge politique. On est dans le cynisme. On est dans le cynisme. C'est encore autre chose. C'est encore un autre. Non, mais c'est un mensonge politique assumé. Oui, c'est un mensonge politique. Ça, c'est vieux comme le monde. Je sais que c'est pas vrai. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est Machiavel. Oui, voilà, là, on est déjà à Machiavel. Et je te les entoure. Oui, non, mais ça, c'est vieux comme le monde. Ça procède du même besoin de
Il y a une question que tu pourrais poser. de c'est- manipuler oui. les esprits. Comment et s'en de- sortir? Voilà, Oui, c'est ça. une bonne question. Mais tu sais, ça Quelles sont les dépend. solutions? Oui, Parce que justement, c'est ouais. extrêmement grave, comme tu dis, et on est rentré dans Comment des s'en réflexes sortir? archaïques. Je vais vous donner un autre exemple qui est sont incroyable. très dangereux. Isabelle le connaît. Ouais. Quand Trump, dans sa mégalomanie, parce que bon, ça n'a pas hier, avait décidé de faire sa Trump Tower à New York. Donc il avait choisi, il y avait un emplacement, etc. Donc il était très content, les architectes, c'est vrai, hein, les architectes lui ont montré qu'il était absolument ravi de cette tour, sauf qu'il s'aperçoit, alors qu'elle commençait vraiment à sortir de terre, qu'il était à côté de la tour de la General Motors, qui était nettement plus haute que la sienne. Et là, il ne pouvait rien y faire, parce qu'il ne s'agissait pas de dire bah, je vais faire la mienne plus grande, c'est compliqué. Hein. Petite parenthèse, à New York, c'est assez compliqué, parce qu'à différence de Paris, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mètres carrés au sol, c'est la tour, c'est la colonne d'air que vous occupez dans Le volume. Le volume d'air, voilà, le volume d'air que vous allez... Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, c'est absolument vrai, et il a fait d'autres choses absolument incroyables, il a décidé que, au fond, à partir, le 20e étage s'appellerait 30e étage. C'est merveilleux ça. Donc ça s'appellerait 30e étage, et donc... Il a sauté 10 étages. Mais il était déjà On les a dans comprimés l'alternative. sur- Il les a construits en sous-sol. Exactement. Et donc sa tour, elle est plus grande, parce que finalement, à quoi est-ce qu'on mesure une tour? Un nombre Un d'étages. etc. Bon, donc elle est... Alors, on lui a fait à l'époque, parce qu'il n'était pas président à l'époque, on lui a dit, mais attendez, c'est quand même bizarre. Il a dit, oh non, c'est une vérité hyperbolique. Il n'avait pas encore l'idée de... Mais c'était une vérité, elle était plus grande. Et à la limite, c'est ce que j'appelais le rapport émotionnel à la vérité, elle est plus grande. Pour lui, et peut-être pour... bon, elle est plus grande. Vous voyez, on a tout d'un coup une déconnexion, un décollement avec le socle du réel. C'est inouï. C'est extraordinaire. C'est ça. extraordinaire. Donc on est passé du 20e au 30e en... Le 20e s'appelle 30e. C'est génial. Évidemment, il est plus haut. C'est génial. Il est plus haut. Et c'est l'ascenseur le plus rapide en plus. Hein. Et c'est Ah bah ouais. l'ascenseur le plus rapide. Et c'est 10 étages en une Sa seconde. tour est plus élevée que celle de la General Motors. De facto. Même si elle est moins... Bon, enfin, vous voyez, bon. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, oui. Ça, vous savez bien. Nous avons été habitués à une forme de vérité qui effectivement repose Non, mais si tu veux, ce que tu dis est extrêmement juste, sauf que notre modèle démocratique s'est lui-même conçu sur ce modèle-là, Bien sûr. et que du coup, on se dit, merde, qu'est-ce qui va arriver à nos démocraties, puisqu'on les a constituées sur ce modèle-là, c'est-à-dire la constitution du commun, sur une possibilité d'une objectivation Oui, mais tu dis objectivation. Alors là, je fais une petite précision. Le socle commun sur lequel est fondée une démocratie, c'est la notion d'objectivité en science. C'est la même chose. Il faut qu'on partage quelque chose que tout le monde va reconnaître pour exact. Cette notion d'objectivité en science, tu sais qu'elle repose fondamentalement sur l'intersubjectivité des partenaires qui vont ériger... Et c'est ce que dit Habermas pour la démocratie. Il prend le même modèle. Quand il a l'éthique communicationnelle, c'est bien ce modèle-là où il y aura l'intersubjectivité de ceux qui constituent la communauté qui pourra élaborer ce qu'il en est du bien commun. Absolument. Voilà. Alors C'est le maintenant, même modèle. une petite remarque. On est dans ce modèle-là. Des sociétés ont existé et ont très très bien survécu et ont connu un être ensemble communautaire parfaitement cohérent, Certainement. sans pour autant reposer sur la vérité. On est d'accord, mais nous ne sommes pas là-dedans. Mais sur quelle Nous, vérité peut-être- alors? Sur quelle Oui. vérité? Sur Bah, quelle vérité Sur des vérités. Ah, métaphysique. ça c'est fondamental. Sur quelle vérité? Sur des vérités peut-être affectives, émotionnelles dont je parlais, sauf que les exemples que l'on a, ce sont des petites communautés
noté, hein. La vérité On n'a pas émotionnelle de- et multi-individuelle, c'est pas C'était toutes Bah les oui. communautés humaines avant la Renaissance. Oui, non, mais attends, c'était au niveau d'une commune, c'était des petites communautés. Moi, j'en sais rien. Je suis d'accord avec toi. L'Empire chinois. Non, mais peut-être. Oui, mais Parle. attends, l'Empire chinois, c'est pas sous la forme d'une hiérarchie. Régime totalitaire. Oui, d'une autorité. Non, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que nous, ça nous ébranle parce que nous vivons là-dedans. Peut-être que quelque chose d'autre en sortira. Moi, ce que je voudrais vous décrire, c'est ce moment fragile pour nos démocraties telles que nous les connaissons, telles que se sont constituées à travers l'histoire, sur le modèle que tu rappelais, mais peut-être que quelque chose d'autre sortira. Ça, c'est bien possible. Comment on a été habitués à penser tout sous le régime de la rationalité. Nous avons nécessairement rejeté ce que tu appelles l'affect et l'émotion dans le domaine de la pure subjectivité. Donc maintenant on se retrouve face à nos subjectivités, on se dit on est dans la merde. Parce que là, comment on va construire du commun avec un truc qu'on nous a habitués à construire en nous-mêmes comme purement subjectif. C'est exactement là où je voulais en venir. Mais tu as raison d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Mais on nous l'a construit. Est-il seulement subjectif? Et non, tout ça ne justifie pas du tout les conneries de Trump. Il s'agit absolument pas d'un. Attendez, moi j'ai quelque chose à Nous sommes en dire. train d'assister à un changement Lever le doigt. du rapport à la réalité comme vérité. Ne pas seulement penser que notre émotion est une part purement subjective qui n'a rien à voir avec la vérité du rationnel. Je suis tout à fait d'accord avec Voilà. toi. Mais moi, je nourrir voudrais cette potentiel. Moi, si tu veux, c'était un arrêt sur l'image, un moment de trouble qui est lié au basculement de quelque chose. On est en train de vivre quand même. On est en train de vivre et qui nous inquiète parce que c'est un moment de Ce sont des mots, comme vous dites, c'est un peu et juste la révélation. une petite précision, il Il y a est des théories évident cachées, un que faux, toute culture se construit à partir de ce qu'elle exclut. Parce qu'elle exclut nécessairement pour se construire. Et à un moment donné, quand ce qu'elle a exclu fait retour, il y a un moment qui apparaît comme terriblement périlleux. Moi, je vais vous raconter une toute petite histoire à laquelle j'ai été confronté lors d'une formation où on nous raconte une histoire pour voir comment est-ce qu'on peut créer cette espèce d'adhésion collective. Et donc, c'est une femme qui est partie chez son amant et elle apprend que son mari revient un peu plus tôt que prévu. Et donc, elle dit, il faut que tu me prêtes 1 euro pour que je puisse traverser la rivière. Et l'amant lui dit, non, je ne te prêterai pas 5 euros, je ne veux pas que tu retrouves ton mari. Et elle dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Elle court jusqu'à la petite rivière. Elle dit au passeur, je vous en supplie, je vous donnerai 2 euros demain, passez-moi. Le type lui dit, non, je ne vous ferai pas passer la rivière, vous n'avez pas votre euro. Elle court le long de la rivière, elle traverse le pont et elle se fait tuer par un fou. Qui est responsable de la mort de cette femme? Et là s'engage dans le groupe une discussion sans fin. Le mari est un salaud, il l'avait délaissé. L'amant est dégueulasse, il se la tape, il ne prête pas 1 euro. La femme, c'est de sa faute, elle n'avait pas trompé son mari, etc. Ça dure une demi-heure. Et à un moment donné, il y a un consensus qui dit il sera peut-être jugé comme incapable, mais objectivement, c'est le fou qui a tué cette femme. Et donc, je trouve que tu as posé quand même une question fondamentale, qui est la question du vivre ensemble. Et que pour vivre ensemble, on ne peut pas être dans la multisubjectivité éternellement. Alors ce qui est intéressant, non mais c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Robin Durban que tu connais, a déterminé. Non mais c'est très intéressant. Une demi-heure. A déterminé le chiffre, Robin Durban, le chiffre de 148, qui est le chiffre de notre désir de communauté, d'être ensemble, de vivre ensemble, etc. Sans que les règles soient forcément écrites, où il y a une intelligence collective. Le droit, par exemple. Non. Jusqu'à 148, on peut se réunir et vivre ensemble, même dans le subjectif, même dans l'émotionnel, etc. Donc le problème qui se pose, c'est qu'on est plus 148, c'est un réseau global, on a totalement explosé ce chiffre. Et comment arriver sans règles à... C'est sans règles. Émotionnel, c'est sans règles. Donc, moi j'aime bien le chiffre de tu vois, vivre ensemble, c'est jusqu'à 140. Je ne sais pas pourquoi 140. 148 C'est qu'aujourd'hui on arrive à 148. C'est ce que tu viens de dire. Oui.
On est dans opinion contre opinion. Ce qu'on appelle le Robin Derman. Ah oui, C'est que jusque-là, il y a une intelligence collective qui n'a Et besoin après, ni ça de règles, Après, qui peut être complètement dans l'émotionnel, qui peut être complètement irrationnel. Et toi, ça parle de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de petites communautés. On n'a absolument pas besoin ni d'écrire les règles, ni d'avoir de juridiction. Mais dès qu'il y a la loi et la juridiction, on passe dans l'individualisme et puis là, dans les dérives. Donc que faire? En fait, moi, Il y a une date. Puisqu'on n'est pas 140. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous donner une anecdote, deux questions et une réflexion. Vous êtes d'accord? L'anecdote par rapport à la rumeur d'Orléans. Il se trouve, vous devez le savoir certainement, il se trouve que Orléans, Dreux et Valence en France sont des villes de résidence des anciens bagnards. Et après la suppression des... Oui, Orléans, Dreux, ce ne sont pas des villes rigolotes, enfin à l'époque. Hein. Et donc, tout le monde était rentré chez soi à 7h du soir par peur de cette population qui arrivait, pour des raisons qui était enfermée là-bas. Et de ce fait, il y a eu ce genre de rumeur qui courait en disant qu'il était dangereux et qu'il faisait nuit, etc. Oui, il y avait la traite des blanches dans les magasins de lingerie. Ah oui, j'avais entendu parler de ça, des rideaux qui se baissaient et des filles qui étaient volées. Oui, oui. Donc ça, c'est assez lié, cette rumeur-là, mais j'ai découvert ça par hasard, mais c'est vrai, il y a la même ambiance dans les trois villes. L'anecdote des villes. La réflexion, vous parliez tout à l'heure de la suprématie de l'émotion aujourd'hui. Comment se fait-il que dans deux pays qui sont donc l'ancien empire soviétique et la Chine communiste, où les émotions étaient interdites, il n'y avait pas de vérité, puisque c'était du totalitarisme, et par interdiction d'émotion, on arrive au même résultat que par excès d'émotion. C'est-à-dire de la manipulation politique, et on fait croire ce que l'on veut, ce que l'on décide. Les gens ne la maîtrisent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de vision, et avant ils ne la maîtrisaient pas parce qu'ils avaient peur de perdre la vie. Je ne suis pas sûre, si vous voulez, dans ces régimes totalitaires, on impose une vérité, et comme tu disais très justement, elle passe d'abord par le langage, puisqu'on impose déjà un type de langage. Orwell le montre très bien. Est-ce qu'il... Bon, le problème, c'est que par exemple, dans l'Union soviétique, il y a un rapport à la vérité. On sait très bien qu'il est utilisé de manière cynique, qu'il est instrumentalisé. On sait très bien, par exemple, si on prend les procès de Moscou, que fait dire aux accusés n'importe quoi, etc. Mais ça, je dirais, ça fait partie de la manipulation ordinaire du pouvoir et qui est accentuée, hypertrophiée dans les régimes autoritaires ou totalitaires. C'est bon. Mais ce dont je parle est différent. Là, dans nos démocraties, c'est l'idée qu'on se forge l'idée qu'une chose est vraie à partir du moment où on a ressenti affectivement ou émotionnellement quelque chose qui nous l'a fait penser tel. Prenons un autre exemple. Tout le monde a été... pas tout le monde, j'en sais rien, enfin je suppose qu'en large partie, en tout cas des gens qui l'ont vu, ont été très émus par la photographie de ce petit Iliad. Oui, je pensais, voilà, le petit Iliad sur la plage, cet enfant éclairé, éloigné, etc. Il a été ensuite, entre guillemets, prouvé que l'image est fabriquée. Voilà. C'est pas la première. Il y avait eu autrefois cette magnifique, ce qu'on avait appelé la Madone algérienne. Cette image iconique était, on aurait dit, on aurait dit véritablement un Michel-Ange. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Peu importe. Elle a été fabriquée. Ça n'ôte rien au drame des émigrés. Et on voit bien quelle était la fonctionnalité de cette image de nous toucher. Bon. Mais dans un régime qui n'est pas celui de la post-vérité, on pourrait dire, bon,
ça ne change rien au fait que le sort des immigrés, bon, mais la preuve invalide, etc. Alors que dans le régime de post-vérité, le fait que l'on puisse prouver qu'elle a été fabriquée ne changera strictement rien. C'est-à-dire, et c'est là la grande différence, rien à ce qui reste l'idée que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai éprouvé à l'égard de ça quelque chose de suffisamment fort. Pour ça, je disais l'émotion est index veritatis, c'est-à-dire l'émotion est signe de la vérité elle-même. Et d'ailleurs, ceux qui ont fabriqué l'image, d'une certaine manière, ont joué avec la notion de post-vérité, parce qu'ils ont fabriqué une image qui est peut-être plus vraie que la vérité. Qui est la vérité, enfin, et qui est la vérité, exactement, qui est la vérité plus vraie en ce qu'elle est plus touchante. Bon, mais elle a été bidouillée. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très différent. Or, ce qui est en train de tomber dans le régime de post-vérité, c'est la possibilité d'avoir cette attitude critique par rapport même à l'émotion que l'on va pouvoir éprouver ou par rapport au fait qui est donné comme quelque chose de factuel. Non, puisque on ne peut plus. Et je crois que nous sommes en train de basculer. Alors, comme tu dis, ça peut ouvrir la porte. Oui, parce que le thème de ton séminaire, enfin le thème de ta soirée, c'est de quoi est-ce le symptôme? Voilà. Alors, c'est peut-être de l'ouverture, une prise de conscience de quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas le symptôme, par exemple, si tu vois ce qui s'est passé avec Notre-Dame qui brûle, tu peux avoir une position positive. C'est-à-dire que le symptôme de cette émotion collective qui vient aussi bien des croyants, pas des croyants, des adultes, etc., peut-être prouve qu'on est dans une utilisation du consumérisme extrêmement violente et de la rationalité beaucoup trop violente, qui ne donne plus l'ouverture à la spiritualité. Mais le problème, peut-être un désir de spiritualité, d'autres choses. J'étais moi la première à pleurer quand la manipulation. Moi j'étais la première à pleurer en voyant la flèche tomber. Pas Notre-Dame. Non, mais si tu veux, ce qui est grave avec l'émotion, c'est que les mêmes qui sont capables d'encenser les pompiers seront tous, mais voilà, les tabassés. C'est un symptôme de quelque chose aussi qui est. Parce que non, mais il faut le d'ailleurs, je pense que tu ne parles pas de totalitarisme, tu parles de. Je pense que c'est aussi l'incapacité dans nos sociétés des États à générer de la prospérité pour tous. De la prospérité. Il voudrait parler. Voilà. De réflexion. Sur Trump, en fait, je pense pas que vous devriez prendre des exemples. Parce que, comme vous l'avez dit, le problème de Trump, c'est que c'est un mégalo et c'est surtout un mythomane. Et il a toujours cru ce qu'il disait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas mal réussi. Et il a toujours irrigué les gens autour de lui à penser que ce qu'il disait était la vérité. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant dans le cas de Trump aujourd'hui, c'est ses tweets. Parce que ces tweets ont un impact qui est mondial. Si vous lisez la Symphonie du vivant de Joël de René, vous verrez la possibilité de changer l'ADN sociétal et le rôle des tweets de Trump. Maintenant, sur les fake news, on met ça de côté parce que c'est la manipulation, il y a toujours eu la manipulation, et c'est sûr que la manipulation va de plus en plus aller sur l'émotion. Mais pourquoi elle va aller sur l'émotion? Tout simplement parce que comment est-ce qu'on a été élevé? L'éducation, les injonctions des parents, etc. Ça ne laissait pas de place à l'émotion. L'émotion était totalement bridée. Et aujourd'hui, on est en train de libérer l'émotion, et toutes les découvertes en neurosciences montrent qu'il y a en permanence un conflit entre le néocortex, qui est plutôt le siège du factuel, etc., et le limbique, qui est le siège de l'émotion. Et on parle aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Moi, j'ai des émotions qui sont beaucoup plus proches de la vérité. Oui, c'est ce que tu disais. Voilà, là, c'est ce que tu disais. Donc je pense que c'est plutôt ça. Il y a une évolution, il y a une libération de l'émotion. Donc c'est pas entièrement négatif.
et qu'évidemment au niveau des fake news, c'est là-dessus qu'il faut peser, c'est là-dessus qu'il faut manipuler les masses, c'est sur l'émotion. On l'a toujours fait. Hitler Hitler a commencé avec Enfin, l'incendie du Reichstag. Pas le premier. L'incendie du Reichstag, c'est quand même lui qui a C'est sûr, mais si vous voulez, par rapport à ce que je... Vous prenez l'incendie du Reichstag, vous prenez le Lusitania qui a coulé. On sait très bien que les Américains l'ont fait couler pour que les Américains rentrent en guerre. Vous avez la même chose avec Pearl Harbor. Bon, on a toujours travaillé sur l'émotion. Sauf que là, l'émotion a été libérée. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, quand il y a l'incendie du Reichstag, bon, on sait très bien que ça a été fait par les nazis. Mais le problème, par rapport à la postérité, c'est que les historiens, travailleurs, etc., peuvent apporter la preuve de cette manipulation politique. Bon, ça, c'est de la manipulation politique. Alors, pourquoi est-ce que j'avais choisi Trump? C'est vrai que c'est un menteur, mais un menteur mégalomane, comme il dit, la vérité hyperbolique. La question, c'est que ça a été relayé et ensuite travaillé comme tel et repris autrement que par Trump, la notion de alternative fact. Et d'ailleurs, c'est venu, si vous voulez, des États-Unis, et ensuite travaillé comme une des modalités nouvelles de la vérité, l'alternative fact. Parce que le fait que, le fait que le soleil, tout à coup, n'a pas apparu parce qu'il était en train de mater, bon, c'est son truc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait avancé cette notion avec tout ce qu'elle questionne et qui fait écho à des phénomènes auxquels nous assistons actuellement et qui nous touchent dans nos pays, dans nos démocraties